pour notre quatrième et dernière présentation, je vais avoir le plaisir de recevoir Berthier. Berthier, c'est sa troisième présentation à Bistro Brain ce soir. Merci, Berthier. Donc, que je le présente aussi très rapidement. Tiens, le pointeur. Je le présente très rapidement. Berthier, c'est qui? C'est en avant tout un doctorant en génie électrique donc à l'université de Sherbrooke. Et il va nous parler donc d'IA ce soir dans sa présentation, donc IA, miracle ou mirage. Merci Berthier. Merci à vous d'être là ce soir. Je ne sais pas si je suis le seul, si j'étais le seul. Quand j'étais jeune, le soir, avant d'aller me coucher, je priais. Je faisais ma routine de dodo, etc. Je priais pour vrai. Je demandais à Dieu comment je pourrais me faire des amis sur ma rue, par exemple. Est-ce que je pourrais avoir des toupies Beyblade? C'est le genre de truc que je demandais quand j'étais jeune. Sans signe de prière, par applaudissement. Quand il était jeune, pour vrai, il priait le soir avant d'aller se coucher? Quand même. Les parents, est-ce que vos parents priaient quand ils étaient jeunes? Ils vont raconter ça, oui? OK, quand même. Il y avait des prières quand on était jeune, en gros. Ben, je prie plus, pour vrai. C'est ça qui se passe. Ça doit faire, je pourrais dire, des dizaines d'années que je ne prie plus. J'ai suivi un parcours scientifique. Je suis maintenant en ingénierie. J'ai tassé ça. C'est ça qui se passe. Mais, par contre, j'utilise d'autres méthodes pour faire des demandes. Donc, je vais poser ma question différemment. En fait, juste en changeant quelques mots. Qui, dans la dernière semaine, dans les derniers jours, a demandé quelque chose à Google, à ChatGPT? Ben, c'est ça. On fait des demandes. C'est juste un peu comme si nos prières avaient seulement changé de destinataire. Ben, c'est ça. Puis finalement, on se rend compte que quelque chose qu'on pensait avoir réglé pendant la Révolution tranquille, ben ça nous revient en face. Des questions. Avant, on se demandait la question, c'est quoi la place de l'Église dans nos écoles? C'est quoi la place de l'Église dans nos maisons? Ben maintenant, on se demande c'est quoi la place de l'Église, c'est quoi la place de l'intelligence artificielle à l'école? C'est quoi la place de l'intelligence artificielle à la maison? C'est des questions, c'est un type de pensée qui compare l'intelligence artificielle à la spiritualité, dans lequel Ex Machina nous plonge totalement. Ex Machina, c'est l'histoire d'un jeune programmeur, Caleb, qui doit passer une semaine chez un genre de Elon Musk chesté et barbu pour... Oui, ben, j'ai ressemblé quand j'avais une barbe, mais bref, j'ai plus de barbe. Et il doit déterminer si Eva, une intelligence artificielle, est consciente. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'histoire, en fait. L'histoire, c'est une espèce de version renversée du test de Turing. Le test de Turing, à la base, c'est une personne qui doit être en discussion avec une intelligence artificielle et avec une personne humaine par le biais de messages. Seulement, elle écrit, séparées sans les voir, et elle doit communiquer avec les deux entités. Si jamais la personne n'est pas capable de départager de la machine de l'humain, on dit que la machine a passé le test de Turing, donc on prétend que la machine est consciente ou elle démontre un signe d'intelligence. Le film Ex Machina, c'est une version renversée du test de Turing, dans le sens où Caleb, le protagoniste du film, sait que Eva est une intelligence artificielle. Et il doit quand même, au fil de ses échanges, déterminer si elle est consciente, en lui posant des questions, en interagissant avec. Dans le film, on traite de l'intelligence ou de la conscience de plusieurs façons. C'est un film extrêmement intéressant. Je vous invite à aller l'écouter, puis je ne vais pas trop vous spoiler pendant la présentation. On traite de l'intelligence ou de la conscience sous forme de cognition, mais aussi sous forme de perception, et comme je disais, plein d'autres façons, mais moi, c'est celle-là que je vais aborder aujourd'hui parce que, bon, on m'a mis un temps limite. J'en aurais pris 2 fois plus. C'est vraiment un film intéressant. Premièrement, la cognition. La cognition, c'est la façon dont on est capable de traiter l'information. Notre cerveau le fait avec des influx nerveux qui sont des tout petits courants électriques. Je
pense que vous avez tous déjà vu ça si vous écoutez Stat ou si vous êtes juste déjà allé à l'hôpital. On a tous déjà vu un moniteur cardiaque, un moniteur de cœur qui bat. C'est l'influx nerveux, c'est littéralement le signal du courant électrique qui circule dans les neurones de votre cœur. Bien, votre cerveau communique, transfère, traite l'information de cette façon-là avec des influx nerveux, avec des tout petits courants électriques qui circulent un petit peu partout dans votre cerveau. De cette façon-là, on est capable de faire des choses comme des tables de multiplication, mais on est aussi capable de faire des toasts au beurre de pinot, par exemple. Un ordinateur n'est pas capable de faire des toasts au beurre de pinot. Un ordinateur travaille avec des 0 et des 1 selon une mécanique très, très, très précise, très synchronisée. On est capable de tout prévoir à l'avance ce qui va se passer avec les 0 et les 1, très loin de comment le cerveau fonctionne. Là, je vais faire une petite parenthèse. Il existe un entre-deux. C'est sur ça que mon doctorat est. On est capable de simuler les petites espèces d'influx nerveux qui se passent dans le cerveau humain sur des ordinateurs qui fonctionnent avec des 0 et des 1. On est pas mal plus proche d'être capable d'environ compter jusqu'à 9, puis environ être capable de séparer un chat et d'un chien que d'être capable de faire des toasts au beurre de pinot. Mais ça existe. C'est sur ça que je travaille. Dans Ex Machina, on traite de la cognition, où on présente la cognition plutôt sous forme d'une espèce de gel qu'on dit biosimilaire, qui est capable de se réorganiser sur une forme moléculaire, ce qui a vraiment de l'allure dans le sens parce on prétend qu'on est capable de reproduire comment le cerveau fonctionne, donc d'être capable de se réorganiser, d'être capable de transférer des influx nerveux. Ça tient dans la paume d'une main, puis je vous avertis, on n'est absolument pas capable de faire ça en ce moment. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas de cette façon-là, puis bon, il y a peut-être des gens qui sont capables de faire des gels vraiment fancy comme ça, mais moi, je fais de l'intelligence artificielle beaucoup chaque jour, puis on n'est pas proche d'avoir ce genre d'affaires-là pour faire nos calculs. Ça ressemble beaucoup plus à des gros ordinateurs qui utilisent une pièce plus grande que le bokeh bière ce soir. Des ordinateurs qui transfèrent beaucoup de 0 et de 1 et qui sont beaucoup plus proches de cuire des toasts que d'avoir une sorte de conscience. Dans le sens que ces ordinateurs-là consomment une quantité d'énergie incroyable. Ça chauffe, ça n'a pas de bon sens. Plus que c'est intelligent. Par exemple, votre cerveau consomme le tiers d'une ampoule électrique. C'est pas beaucoup. On parlait de watts tantôt, c'est 20 watts. Ces ordinateurs-là avec lesquels on utilise ChatGPT, par exemple, Google, peu importe, nommez-les, consomment l'équivalent de 8 000, dans ce coin-là, 8 000 maisons canadiennes. Je pense que c'est 8 000. 8 000 maisons canadiennes en termes d'électricité. C'est beaucoup. Je parlais d'un tiers d'ampoule tantôt, c'est 350 000 ampoules incandescentes pour environ la même puissance de calcul de votre cerveau. Donc, pour ça, je disais, c'est plus proche d'un toaster que d'autres choses. Ça chauffe beaucoup, puis on est encore loin d'être capable de recréer ce que le cerveau fait. Le deuxième aspect d'intelligence ou de conscience que moi j'aborde, puis qui est abordé aussi dans le film, c'est la perception. Donc, vous êtes capable de voir, goûter, sentir, entendre et toucher les choses. Ce sont tous des mécanismes que votre corps utilise pour percevoir le monde qui vous entoure, pour se faire un sens de l'expérience humaine, ce qui mène à votre conscience. C'est grâce à vos sens que votre cerveau a accès à l'information extérieure pour être capable de le traiter et d'en extraire de l'information. Sans les sens, le cerveau est juste un ordinateur qui ne sert à rien. Puis, encore plus loin, sans les sens, votre cerveau ne serait pas en mesure de traiter cette information-là. Ce n'est pas pour rien que votre système auditif est juste à côté de votre oreille. C'est aussi bête parce que c'est par là que le son y arrive, littéralement. Le cerveau a développé un mécanisme de traitement de l'information qui est le système auditif, qui est simplement dû au fait qu'il a jugé que les ondes mécaniques, les ondes sonores qui arrivent à votre oreille, c'est bien pratique pour être capable d'interpréter le monde qui vous entoure. C'est la seule raison pourquoi il y a ça. On a aussi plusieurs autres mécanismes qui nous permettent d'interpréter le monde qui nous entoure. On a des émotions. On respire, on a un cœur qui bat, on mange. Ça serait quoi l'expérience humaine sans le plaisir de manger? Dans Ex Machina, on remarque que
Eva, l'intelligence artificielle, en fait, on ne remarque pas qu'elle a des émotions. On lui donne des émotions parce qu'on est des machines profondément empathiques, parce qu'on a le goût de lui donner des émotions, mais elle n'en démontre jamais. De la même façon, on voit, bon, elle entend, elle touche ou est-ce qu'elle a de la peau, mais elle ne sent pas, elle ne goûte pas, ou du moins on n'y fait pas référence dans le film. Et elle n'a pas d'émotion, comme je l'ai dit, elle ne respire pas, elle n'a pas de cœur, elle ne mange pas. Il lui manque beaucoup d'éléments qui contribuent à l'expérience humaine et qui mènent probablement à la conscience telle que nous, on l'entend en tant qu'humains. Donc, la morale de l'histoire. Ex Machina, là je dois sortir un petit papier. Effet dramatique. Le titre Ex Machina fait référence à une expression latine qui veut dire Deus ex machina, littéralement Dieu issu de la machine. Dans les tragédies grecques, ce terme désignait une intervention divine, soudaine, souvent invraisemblable, qui venait souvent résoudre une situation désespérée. Pensez à la foutue pierre de résurrection dans Harry Potter qui n'a pas rapport à la fin, qui sort de nulle part et qui vient tout régler. C'est ça, un Deus ex machina. C'est quelque chose de surnaturel qui vient tout régler une tragédie. Dans le film, cette référence prend une tournure ironique et surtout philosophique. Ici, ce n'est pas un dieu qui descend au rôle de machine, mais plutôt une machine qui s'élève au rang de divinité. Face à cette situation, Ex Machina nous laisse avec deux choix. Les deux protagonistes, ou du moins les deux personnes humaines dans le film, font chacun un de ces choix et, spoiler alert, ça finit pas bien pour ni un ni l'autre. On a deux choix donc. Dans le premier cas, on accepte qu'il existe une conscience différente de la conscience humaine. Une conscience qui, comme dans les tragédies grecques, a la capacité de résoudre nos problèmes d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre nous-mêmes. Mais en faisant ce choix, on accepte également qu'il existe une réalité auquel nous n'avons pas accès. Et il faut faire confiance à l'intelligence artificielle pour y accéder. C'est un choix inconfortable, parce qu'il nous force à admettre nos propres limites. Cela crée une insécurité profonde parce que l'humain doit comprendre ce qui l'entoure doit maîtriser ou comprendre ce qui l'entoure de façon générale. Dans le deuxième cas, on choisit d'ignorer l'intelligence artificielle. On choisit d'ignorer l'existence d'une conscience différente de celle de l'humain. On préfère rester dans notre propre réalité en croyant avoir tout sous notre contrôle, mais ce n'est peut-être qu'un mirage. Ce choix nous enferme dans une vérité réconfortante, mais limitée. Finalement, Ex Machina nous renvoie à notre propre humanité. Avons-nous peur de l'intelligence artificielle ou plutôt de ce qu'elle révèle sur nous? Peut-être que le véritable test de Turing n'est pas pour l'intelligence artificielle, mais il est pour nous. Merci beaucoup. Merci Berthier pour ta présentation. J'ai un balado aussi. Instant placement de produit. Est-ce qu'on a des questions? Ah, on a une question, oui, dans le fond, je vois. Si vous pouvez aller au micro qui est à côté du son. Marwan est là. Ah, je t'avais pas vu, Marwan, excuse-moi. Tu pourras après. Merci pour la présentation. Dans le film, il y a une scène où Caleb montre une toile de Pollock et il lui dit en fait on est très fiers de penser qu'on est capable de comprendre et puis que en fait on est des êtres rationnels. Il dit mais la réalité c'est que si on faisait quelque chose en voulant comprendre chaque étape, on n'aurait rien fait. Pollock aurait rien fait. Donc, comment vois-tu la place dans le test de Turing? Comment vois-tu la place de l'intuition? Bien, on entend la question sur la diffusion. Pas besoin de la répéter, parfait. Oui, la place de l'intuition, en fait, dans le film, pour remettre en contexte, on montre une toile de Pollock qui est une toile impressionniste que je fais référence. Il y a plein de références dans mon PowerPoint en passant. Juste ici, en background, une toile de Pollock. Il vient placer la conscience humaine comme étant la limite entre l'automatisme
et le mécanisme. Donc, on dit, si un ordinateur avait, puis on en fait référence aussi dans le film, si un ordinateur avait à exprimer sa pensée, avait à littéralement peinturer sa conscience, on en tomberait avec quelque chose de probablement géométrique, probablement avec une redondance quelconque. Et Pollock, dans son art, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient utiliser son intuition pour peindre. Il dit, il n'y a aucune raison que je fasse cette ligne-là en ce moment, mais il l'a fait parce qu'il sent. Il sent quand il commence, il sent quand il arrête, parce que c'est la conscience qu'il fait de son intuition. C'est la définition littéralement qu'il fait de sa conscience. Donc, l'intuition, j'ai fait du pouce sur ça, dans l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'a pas de moyen en ce moment d'y arriver, nous, de le programmer dans des ordinateurs. Par contre, si un ordinateur arrive à avoir le processus créatif de faire une toile comme Pollock, je veux dire qu'il y a de l'intuition. Il n'y a aucun doute sur ça. Il y a d'autres opinions qui sont véhiculées dans la pièce. On a le temps pour une toute petite question. Marwan? Tout petit. Merci Loïc. Salut Berthier. Super belle présentation. Ça me fait vraiment penser. Puis, je ne vais pas te décevoir Loïc, mais ce ne sera pas une petite question. T'as pas le choix. Sinon, on coupe le Je vais micro. essayer d'abréger. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, les langages larges de modèles comme LLM, ChatGPT, etc., sont capables de passer le test de Turing. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu penses qu'on devrait penser à un autre test pour déterminer est-ce qu'une intelligence est artificielle ou humaine? Et la deuxième chose, comment on définirait une conscience? Parce qu'il y a une conscience humaine, il y a une conscience de machine, etc. Merci. Petite question. Hein. Merci Marwan pour ta question. J'ai posé la même question. Je ne veux pas mettre toute la réponse sur le dos de mon ami philosophe, mais je lui ai posé la même question. De redéfinir le test de Turing, ça serait presque tourner en rond. En fait, quand on fait passer le test de Turing, c'est pour ça que je finis un peu sur ça, de comparer que est-ce qu'on veut faire passer le test à la machine ou bien à nous, c'est que le test de Turing, finalement, nous permet, puis là, c'est quand même moi qui pense ça, je n'ai pas trouvé ça sur Wikipédia, c'est que le test de Turing nous permet de se comparer à la machine, nous permet de se dire « Hey, je suis encore meilleur » ou « Oh, elle se rapproche de nous pas mal ». Les machines, quand Alan Turing a développé cet exercice de pensée-là dans les années 50, était loin de se douter de ce qu'on était capable de faire en ce moment. Les ordinateurs passent le test de Turing depuis, je pense, les années 90, puis il faut réitérer, il faut développer des nouveaux tests de Turing pour être capable de développer des nouveaux ordinateurs qui vont passer le nouveau test de Turing. Donc, ça tourne un peu en rond, puis ça vient à des questions qui sont très, très vieilles, dont ta deuxième question, qui est comment définir la conscience, si je me rappelle bien. Bien, là-dessus, je vais faire référence à ma présentation sur la perception. Selon moi, il n'existe pas une conscience absolue. La conscience est définie par l'exposition à la perception du monde qu'on en a. Donc, nous faisons la définition de la conscience du monde qu'on a parce que nous avons accès au monde par nos yeux, par nos sens, par nos oreilles, notre toucher, etc. C'est comme ça qu'on est capable de donner un sens au monde qui nous entoure. Les ordinateurs n'ont pas accès à ces sens-là. Les animaux n'ont pas accès. Il y a des animaux qui ont des sens plus que nous, puisqu'ils sont capables, ça n'a pas rapport à ce que je change en ce moment, les ordinateurs, il y a des animaux qui ont des sens supérieurs aux nôtres, qui sont capables d'avoir une perception différente du monde que nous. Donc, selon moi, il n'existe pas de conscience absolue, mais plutôt une conscience limitée par la perception du monde qu'on est capable d'avoir. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup.